troisième. On se retrouve ensemble pour faire un petit point sur notre parcours diversité parce qu'on vient de le terminer. Et étant donné qu'on est à distance, ce n'est peut-être pas évident d'avoir tout compris. Donc on va reprendre ensemble les points essentiels. Comme ça, après, vous serez prêts à faire un petit QCM pour vérifier vos connaissances. Donc, vous avez ma magnifique tête sur votre droite et sur la gauche, un petit diaporama qui permet de revoir tous les points essentiels. On y va. J'ai mis ici, faisons le point sur le parcours diversité. As-tu compris ce que sont les caractères héréditaires? Un caractère héréditaire, c'est tout d'abord un caractère. Donc un caractère, ça va être quelque chose qui définit notre anatomie ou notre physique. Par exemple, ça va être nos cheveux, ça va être notre peau, l'élasticité de notre peau, ça va être le nombre de doigts, ça peut être la couleur des yeux, etc., etc. Et héréditaire, ça va être quelque chose qui va pouvoir se transmettre de génération en génération. Par exemple, ici, la couleur de cheveux roux, alors on voit une petite fille, sa mère, sa grand-mère, on devine qu'ils étaient roux, mais ici on a bien un caractère héréditaire, c'est-à-dire quelque chose qui se transmet de génération en génération, la couleur de cheveux roux. Je vous en ai mis un drôle. L'exemple du caractère de l'hypertrichose. L'hypertrichose, c'est une hyperpilosité, c'est-à-dire que la peau fabrique énormément de poils à croissance continue. Donc du coup ici on reconnaît une famille et on voit qu'ils sont tous atteints, qu'ils possèdent tous ce caractère avec des longs poils. Donc c'est un caractère héréditaire qui s'est transmis de génération en génération. Maintenant ces caractères héréditaires qui nous définissent, que nos parents nous ont transmis et qu'à notre tour on va pouvoir transmettre à nos enfants, où sont localisées les informations qui portent ces caractères. Eh bien, elles sont localisées, ces informations, à l'intérieur de nos cellules et plus précisément à l'intérieur des noyaux de nos cellules. Puisque dans les noyaux de nos cellules, il y a justement des chromosomes. Les chromosomes chez les humains sont au nombre de 46 qu'on peut ranger par paire. Ces 46 chromosomes sont en réalité constitués d'une longue molécule qu'on appelle la molécule d'ADN. Si on regarde une cellule comme ça prise au hasard, il se peut que dans le noyau, on ne voit rien du tout, ou alors juste une substance granuleuse, parce que la molécule d'ADN parfois est étirée et du coup elle n'est pas visible même au microscope. Il faut attendre le bon moment, c'est-à-dire lorsqu'une cellule se prépare à se diviser, pour voir apparaître les chromosomes, puisque la molécule d'ADN va se condenser, c'est-à-dire qu'elle se pelotonne, elle va s'entortillonner comme une espèce de fil de laine pour former une pelote, et là ça va rendre visibles les chromosomes. Donc ici on voit bien les chromosomes, c'est eux qui portent les informations héréditaires. Ils sont constitués donc de cette molécule d'ADN. Est-ce que tu as compris les informations génétiques, c'est-à-dire les gènes qui sont portés par les chromosomes? En réalité, les chromosomes, qui sont donc constitués d'une longue molécule d'ADN, eh bien, sont fragmentés en plusieurs petits segments et chaque segment contient une information bien particulière qu'on appelle un gène. Par exemple, ici, ce petit morceau d'ADN, ce petit morceau de chromosome, c'est peut-être, j'imagine, le gène de la couleur des cheveux. À côté, il y a peut-être ici un fragment qui correspond à l'information sur la couleur des yeux. À côté, il y a peut-être un fragment qui correspond à l'information pour le groupe sanguin, etc., etc. En tout, dans l'espèce humaine, il y a environ 25 000 gènes qui sont donc répartis sur nos 46 chromosomes. Nos chromosomes sont en double, constituent des paires. Donc, chaque fois qu'un gène est présent sur un chromosome d'une paire, il est également présent sur le chromosome de la même paire et exactement au même emplacement. Donc, par exemple, ici, le gène responsable de la longueur des antennes. Donc là, on suppose forcément que ce n'est pas des chromosomes humains, c'est plutôt des chromosomes d'insectes. Ici, on a le gène responsable de la longueur des pattes. Ici, on a le gène responsable de la couleur du corps. Donc, il est présent sur le premier chromosome, mais également sur le deuxième chromosome de la même paire et au même emplacement. Finalement, tous nos gènes, quasiment, sont en double exemplaire.
Est-ce que tu as compris l'existence de ce qu'on appelle les allèles, c'est-à-dire les différentes versions des gènes? En réalité, pour un gène, il peut parfois exister de petites variations. Prenons ici l'exemple du gène responsable de la couleur des yeux qui se situe sur la paire de chromosomes 15. Donc, comme on a dit tout à l'heure, on le retrouve sur un chromosome de la paire et sur l'autre chromosome de la même paire, exactement au même endroit. Cependant, parfois, il peut exister de légères variations, de légères différences au niveau de la molécule d'ADN. Ces légères différences font qu'on a toujours la même information, qui est l'information responsable de la couleur des yeux, mais elle ne va pas s'exprimer exactement de la même manière. Elle peut présenter de petites subtilités, de petites différences. Par exemple, ici, ça va donner une couleur brune, tandis qu'ici, ça va donner une couleur bleue. On avait étudié ensemble, par exemple, le gène du groupe sanguin, où on a vu qu'il existait 3 allèles, l'allèle O, l'allèle A, l'allèle B. On a vu ensemble aussi le gène Rhésus, où cette fois-ci, il existait 2 possibilités, 2 allèles, l'allèle plus, l'allèle moins. Donc, pour chaque gène, il peut exister plusieurs allèles, parfois 2, parfois 3, parfois 4, parfois 10. Cela va dépendre des gènes. Parfois, dans ces allèles, il faut savoir qu'il y en a certains qui sont plus forts que d'autres, des allèles dominants. Par exemple, si on possède sur cette paire de chromosomes l'allèle yeux bruns et l'allèle yeux bleus, eh bien, il faut savoir que l'allèle yeux bruns domine l'allèle yeux bleus. Ça veut dire que la personne, lorsque son caractère va s'exprimer, eh bien, la personne aura les yeux bruns, même si elle possède une version yeux bleus, qu'elle pourra transmettre à ses enfants, bien sûr, hein, mais pour elle, en tout cas, c'est la version yeux bruns qui s'exprime. Est-ce qu'on a compris les conséquences de l'existence d'allèles? Qu'est-ce que ça fait qu'il existe des allèles? Eh bien, c'est très important pour l'humanité, puisque ces allèles, ils vont être responsables en réalité de toutes les différences qu'on trouve au sein de notre espèce. Étant donné que l'humanité, donc les humains, possèdent tous les mêmes gènes, les gènes des humains, les mêmes 25 000 gènes qui définissent un humain, et bien si tous ces gènes étaient identiques entre chaque humain, et bien forcément tous les humains seraient les mêmes. Étant donné qu'il existe de petites variations, donc les allèles, pour chaque gène, et bien cela fait au final que tous les humains possèdent des petites différences au niveau de la texture de leurs cheveux, des petites différences au niveau de la couleur de la peau, des petites différences au niveau de la forme des yeux, de la couleur des yeux, etc., etc. Du coup, c'est grâce à ces allèles que finalement nous sommes tous différents. Alors, il faut savoir que ces allèles, ils ne sont pas apparus tous d'un coup au cours de l'histoire de l'humanité. Ils sont apparus au fur et à mesure. L'espèce humaine est sur Terre environ depuis 300 000 ans, et au tout départ, eh bien, les humains présentaient moins de variations. Par exemple, ils avaient tous les yeux marrons. Et c'est au cours du temps que de petites mutations sont apparues, c'est-à-dire de petites variations au niveau de la molécule d'ADN, de petits changements, et que ces petits changements, ce que nous ensuite on a appelé des allèles, ont créé des petites différences au sein de l'humanité et des individus. Donc ces différences, c'est ce qu'on appelle des variations à l'intérieur d'une même espèce, donc à l'intérieur intra d'une même espèce spécifique. On dit donc des variations intraspécifiques, mais ce n'est pas à savoir. Est-ce que tu as compris comment une cellule se divise et donne 2 cellules identiques? Alors, c'est très important pour une cellule de se diviser, pour 2 raisons. La première, c'est parce qu'au départ, votre corps n'était constitué que d'une cellule, la cellule œuf, qui a dû donner donc les centaines de milliers de milliards de cellules qui vous constituent aujourd'hui. L'autre raison, c'est que même une fois que vous êtes constitué, vos cellules ont une durée de vie limitée, elles vont mourir. Il faut donc, avant qu'elles meurent, qu'il y ait eu un remplacement pour que vous ne terminiez pas en poussière. Lorsque une cellule se divise, on va l'appeler la cellule mère. Donc ici, c'est pas écrit, mais c'est donc notre cellule mère. Elle va posséder au départ ses 46 chromosomes. Ici, on n'en a représenté que 3, mais il faut imaginer qu'il y en a 46.
Elle doit fabriquer 2 cellules filles. Ces cellules filles vont être identiques à la cellule mère et entre elles. Pour cela, il va falloir donc que la cellule mère fasse en quelque sorte la photocopie de son matériel génétique. C'est-à-dire que tous ces chromosomes, qui là possèdent donc une seule molécule d'ADN, un seul bras, ces chromosomes vont devoir se dupliquer, c'est-à-dire fabriquer une deuxième molécule d'ADN, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un deuxième bras. Cette duplication va fabriquer un deuxième bras exactement identique au premier bras. Donc ici, par exemple, on a un chromosome, c'était celui-là, si je regarde bien les couleurs, un chromosome qui n'a plus une seule molécule d'ADN, mais 2, de même pour celui-ci, de même pour celui-là. Les chromosomes s'alignent ensuite au centre de la cellule et vont séparer leurs bras, étant donné que les 2 bras sont complètement identiques, une cellule fille reçoit un bras, l'autre cellule fille l'autre bras, étant donné que ce sont les mêmes informations, elles reçoivent donc exactement la même information génétique. Et à la fin, on vérifie que les cellules filles ont exactement le même nombre de chromosomes que la cellule de départ. Bon, ici, on n'en avait représenté que 3, donc à la fin, on n'en a plus que 3 dans chaque cellule fille. Est-ce que tu as compris l'importance de cette division à l'identique? Il faut vraiment que cette division soit identique, tout simplement parce que, donc ça, au départ, c'était la cellule œuf, qui ensuite s'est divisée en 2, puis en 4, puis ensuite elle s'est divisée, là il y a au moins, je dirais, à vue d'œil, 64 cellules. Là ensuite il y a un petit embryon, puis un fœtus, et puis bien sûr, il y aurait vous ici. Et il faut que toutes ces cellules aient le même ADN pour fonctionner comme il faut. Toutes les cellules de votre corps possèdent exactement les mêmes chromosomes et exactement le même ADN. Même si parfois elles ont des fonctions différentes, une cellule de foie ne va pas faire la même chose qu'une cellule de muscle ou qu'une cellule de cerveau, mais elles ont exactement les mêmes chromosomes. Elles en ont besoin pour fonctionner comme il faut, même si après elles vont se servir que des informations dont elles auront besoin pour leur fonctionnalité. Il faut tout de même qu'elles aient le même ADN que les autres cellules du corps. C'est important, sinon ça entraîne des anomalies. Maintenant, as-tu compris comment les cellules reproductrices se forment? Les cellules reproductrices sont les exceptions du corps. Il faut toujours des exceptions. Pourquoi ce sont les exceptions? Tout simplement parce que pour former une cellule œuf, donc un futur nouvel individu, il faut faire fusionner 2 cellules reproductrices, c'est-à-dire un spermatozoïde qui va fusionner avec un ovule. Donc, ce qui signifie que finalement, les informations qu'il y a dans le spermatozoïde vont se mélanger aux informations qu'il y a dans l'ovule. Donc, si jamais le spermatozoïde contenait 46 chromosomes et l'ovule 46 chromosomes, on obtiendrait une cellule œuf à 92 chromosomes. Et ça, ce n'est pas possible, puisque le fait d'avoir des informations supplémentaires dans une cellule, eh bien, ça empêche son développement, ça crée des anomalies. Pour préserver les 46 chromosomes de la cellule œuf, il faut donc que dans les cellules reproductrices, il n'y ait que la moitié des chromosomes. Et c'est ce qui se passe. Ici, voici un karyotype de spermatozoïde, c'est-à-dire la photographie des chromosomes qu'il y avait dans le noyau du spermatozoïde, et on s'aperçoit qu'il ne possède qu'un seul chromosome par paire. Et bien sûr, il en est de même pour l'ovule. Donc, toutes les cellules reproductrices ne possèdent que 23 chromosomes, un chromosome par paire. Comment c'est possible que des cellules ne possèdent que 23 chromosomes, alors qu'elles sont fabriquées par les cellules de l'ovaire ou par les cellules des testicules si on a un homme? Ça veut dire que dans les ovaires ou dans les testicules, il se passe une division différente, une division qu'on va appeler la division particulière. En réalité, cette division, elle porte un nom, on appelle cela la méiose, mais nous, on va retenir simplement le nom de division particulière. Là, voilà la division particulière. Donc, cette division particulière, on voit au départ ici qu'il y a 4 chromosomes. On a représenté un chromosome rouge, 2 chromosomes rouges, donc ça c'est une paire. Un chromosome bleu, 2 chromosomes bleus, ça c'est la deuxième paire. Alors je suis en train de voir que non, en réalité c'est un grand chromosome et un autre grand chromosome, une paire, et un petit chromosome et un autre petit chromosome, une deuxième paire. Les paires sont faites avec la taille, pas avec la couleur. Ça n'a pas d'importance. C'est un exemple. Les chromosomes vont dans un premier temps se dupliquer,
comme d'habitude, c'est-à-dire qu'ils vont fabriquer un deuxième bras, une deuxième molécule d'ADN identique à la première molécule. Et ensuite, ils s'alignent au milieu de la cellule. Mais cette fois-ci, ils s'alignent à côté de leurs chromosomes de la même paire, c'est-à-dire que les paires de chromosomes s'alignent au milieu. Et on ne va pas séparer tout de suite les bras des chromosomes, on va d'abord séparer les chromosomes de la même paire. C'est-à-dire qu'ici, on a aligné un chromosome bleu à côté d'un chromosome rouge, donc une paire, un petit chromosome bleu à côté d'un petit chromosome rouge, une deuxième paire, et on va séparer les chromosomes de la même paire, c'est-à-dire que ces chromosomes-là vont dans une cellule fille et ces chromosomes-là vont dans l'autre cellule fille. Du coup, ensuite, on poursuit la division, on va séparer les bras des chromosomes. Donc là, on n'a pas représenté toutes les étapes, mais ils vont s'aligner au centre de la cellule et ils vont séparer leurs bras. Donc un grand bras ici, l'autre bras ici, un petit bras ici, l'autre petit bras ici. Et on fait pareil, bien sûr, pour la cellule du dessous. Si je devais comparer la division classique qui s'appelle la mitose avec la division particulière, la méiose, eh bien, voici les grosses différences. La mitose, on a dupliqué les chromosomes, donc ils possèdent 2 bras chacun, on les a alignés au centre de la cellule, on sépare leurs bras et on obtient 2 cellules filles identiques à la cellule mère de départ. La méiose, qui n'a lieu, elle, attention, que dans les ovaires et dans les testicules, parce qu'on va fabriquer des cellules très particulières où il va manquer la moitié des chromosomes, c'est-à-dire les ovules et les spermatozoïdes, elle, vous allez voir qu'il y a donc une étape supplémentaire, puisque on duplique les chromosomes, qui possèdent donc 2 bras, et cette fois-ci, ici, on va aligner les paires de chromosomes et on va séparer les chromosomes de la même paire. Et ensuite, on aligne les chromosomes et on sépare leurs bras. On a donc réalisé une étape supplémentaire, ce qui fait qu'au final, eh bien, dans les cellules filles obtenues, les spermatozoïdes ou les ovules, eh bien, on n'a plus que la moitié des chromosomes. Est-ce que tu as compris l'importance de cette division particulière aléatoire? Aléatoire, ça veut dire qu'elle se fait au hasard, cette division. Alors, pourquoi dit-on qu'elle se fait au hasard? Eh bien, parce qu'en réalité, quand les chromosomes se positionnent dans la cellule, eh bien, ils se positionnent n'importe comment, de façon aléatoire. Ici, quand j'avais aligné les chromosomes de la même paire, ils étaient alignés de cette façon-là. C'est-à-dire que j'avais mis un rouge en haut, un bleu en bas, un petit rouge en haut, un petit bleu en bas. Mais rien ne nous prédit qu'ils vont s'aligner de cette façon-là. Peut-être qu'ils vont s'aligner un grand rouge en haut, un grand bleu en bas, mais un petit bleu en haut et un petit rouge en bas. Et c'est pareil pour toutes les autres paires, puisqu'il reste encore, là on a représenté 2 paires, donc il reste encore 21 paires à aligner. À chaque fois, leur positionnement se fait aléatoirement. Si ça se fait aléatoirement, ça veut dire qu'à la fin, plusieurs possibilités existent. Prenons ici par exemple la cellule mère, par exemple une cellule de testicule ou une cellule d'ovaire. Ici on a une paire de chromosomes avec un gène. Ici sur ce gène on aurait la version, l'allèle A et ici l'allèle petit a. Ici une deuxième paire de chromosomes avec une version grand B, une version petit b. Pourquoi on a mis des allèles et des gènes? C'est pour mieux les reconnaître. Parce que comme ça on va bien voir qu'il y a la création aléatoire de cellules différentes. Regardez, lorsque la cellule se divise, donc là les étapes ne sont pas représentées, il n'y a que le résultat, mais on va donner seulement un chromosome de chaque paire aux cellules filles. Peut-être que par exemple, on imagine que ça c'est un ovule, dans cet ovule, on a ce chromosome de la paire qui va s'associer à ce chromosome de la paire. Ce qui veut dire qu'ici, eh bien, c'est celui-là avec celui-là, qui va former cet ovule. Mais rien ne nous dit que la division s'est faite comme ceci. Peut-être que les chromosomes se sont placés différemment. Dans ce cas, eh bien, le grand A va pouvoir, donc le grand chromosome avec le grand A va pouvoir s'associer plutôt avec le petit chromosome qui a le B. Et de la même façon,
le grand chromosome avec le petit A va s'associer par contre cette fois-ci avec le petit chromosome qui a le grand B. Ça veut dire qu'ici, on a obtenu des cellules génétiquement différentes. C'est-à-dire que nos ovules ou nos spermatozoïdes qu'on a obtenus sont tous les 4 différents, puisqu'on a placé aléatoirement les chromosomes. Donc du coup, on a placé aléatoirement les allèles. On a donc, on dit, des combinaisons d'allèles ou des combinaisons alléliques différentes. Alors nous, on obtient 4 ici combinaisons différentes, mais on n'avait représenté que 2 paires de chromosomes. En réalité, le nombre est bien plus grand. Si on avait représenté les 23 paires de chromosomes, eh bien on trouverait plus de 8 millions de combinaisons différentes d'allèles possibles à l'intérieur des ovules ou des spermatozoïdes. C'est énorme, il y a une très grande variété, une très grande possibilité de fabrication d'ovules ou de spermatozoïdes. As-tu compris pourquoi chaque individu, sauf les vrais jumeaux, est unique génétiquement? Pourquoi toi, tu es unique? Pourquoi tu n'es ni identique à quelqu'un d'autre sur la planète et même pas identique à tes frères et sœurs, sauf si tu possèdes un vrai jumeau? Eh bien, c'est simple. Tout d'abord, c'est parce que, on l'a expliqué tout à l'heure, donc voici un papa, voici une maman, eh bien, ils ont plusieurs possibilités pour fabriquer leurs spermatozoïdes et leurs ovules. On a dit qu'un même papa pouvait fabriquer 8 millions de spermatozoïdes différents. Donc ici, bien sûr, on n'a pas représenté les 8 millions, on en a représenté 3 différents. Par exemple, alors là, on a dessiné cette fois-ci 3 paires de chromosomes et on a représenté donc des différentes possibilités. Ici, pour la maman, c'est pareil, on a représenté 3 paires de chromosomes avec 3 ovules possibles qu'elle puisse fabriquer. Donc les ovules et spermatozoïdes possèdent qu'un chromosome par paire. Ici, par exemple, il a hérité de celui-là, de celui-ci et de celui-là. Tandis que ce spermatozoïde a hérité de celui-ci, un par paire à chaque fois, celui-là et celui-là, et tandis que celui-ci a hérité de celui-ci, celui-là et celui-là, mais vous imaginez, on aurait pu faire plein d'autres combinaisons. C'est pareil pour les ovules. Eh bien, non seulement on a des millions de possibilités d'ovules et de spermatozoïdes différents, mais en plus, la fécondation se fait elle aussi au hasard, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quel spermatozoïde va rencontrer quel ovule. Ça veut dire que ce spermatozoïde peut rencontrer cet ovule-là, mais il aurait pu très bien aussi rencontrer cet ovule-là, ou il aurait pu rencontrer cet ovule-là. De la même façon, cet ovule aurait pu rencontrer ce spermatozoïde ou celui-ci ou celui-là. Des milliards de combinaisons sont possibles. Ça veut dire que les individus sont complètement uniques. Il est impossible de fabriquer 2 individus génétiquement identiques, même au sein d'une même famille, même avec le même papa et la même maman. C'est impossible. Normalement, tu es prêt. Si tu n'as pas bien compris, je te propose de regarder à nouveau la vidéo pour obtenir un petit peu d'aide. Et maintenant, tu peux faire les QCM. Il y a 3 QCM de 10 questions que je te propose. Tu as toute la semaine pour les faire, donc tu peux les faire quand tu veux. Mais une fois que tu les as faits, normalement, tes résultats sont bloqués et je pourrai aller les voir. Donc, je te souhaite bonne chance. Et je te dis à bientôt. On attaquera un prochain parcours la semaine prochaine. À bientôt.